Et une fois que ce mécanisme est en place, une fois qu'il a compris comment neutraliser le départ, alors son esprit franchit une étape supplémentaire. Il comprend que le sommeil ne suffit pas, que le réveil ramène la fuite, que le contact disparaît à nouveau. C'est ce moment-là, dans cette période chez sa grand-mère, où naît l'idée la plus tragique de toute sa trajectoire: si tu dors trop profondément, tu ne pars plus. Bienvenue dans la partie 2, Jeffrey Dahmer, quand le vide tue. Un soir, Jeff décide de sortir. Il va dans un bar. Il rencontre un jeune homme, Steven Tuomi. Il est beau, gentil, ouvert, le genre de présence vers laquelle il est attiré depuis toujours. Ils parlent un peu, ils se plaisent, dansent ensemble, et puis décident de terminer la soirée dans une chambre d'hôtel. Jeff fait ce qu'il a fait déjà depuis plusieurs fois. Il prépare un verre, un somnifère très fort. Mais il se trompe. Il boit son propre verre. Le mélange commence à l'assommer. Il voit flou, il perd l'équilibre, il lutte. Dans un dernier éclair de lucidité, il réussit à préparer un second verre et demande au jeune homme de le boire. L'autre accepte, sans comprendre que Jeff est déjà en train de s'enfoncer dans la brume. Le reste s'efface. Un trou noir. Le matin, Jeff ouvre les yeux, la chambre est silencieuse. Et à côté de lui, il y a le jeune homme. Son visage est tuméfié, sa poitrine enfoncée, son oreiller taché de sang, son corps inerte, froid, sans souffle. Jeff panique. Il ne se souvient de rien, il ne sait pas ce qu'il a fait, il ne sait même pas s'il a fait quelque chose. Alors, il fait la seule chose qu'il connaît, il essaie de réparer. Il tente un massage cardiaque, il appuie, il souffle, il recommence, encore, encore. Il pleure, il panique, il suffoque. Mais rien ne revient, le corps ne répond pas, le silence ne bouge pas. Quelque chose s'est joué, quelque chose de plus ancien que cette chambre, plus ancien que cette nuit. Un geste archaïque, presque automatique. Alors, il passe à l'étape suivante. Il achète une grande valise, il y glisse le corps, puis traverse le hall de l'hôtel avec la valise derrière lui, une valise trop lourde, trop pleine de ce qu'il ne sait pas nommer. Quand Jeff revient chez sa grand-mère avec la valise, il ne sait pas quoi faire. Il ne sait jamais vraiment quoi faire. La maison est calme, suspendue, sa grand-mère est à l'étage, elle ne se doute de rien. Jeff descend la valise dans la cave où il dissout des animaux, la cave où l'odeur des produits chimiques s'incruste dans les murs, la cave où la mort trouve facilement sa place. Il laisse le corps là, dans l'obscurité, comme si l'absence de lumière allait le rendre invisible. Pendant quelques jours, il tourne autour, incapable de décider. Il boit, il regarde la valise. Il attend que sa grand-mère quitte la maison, et quand enfin il se retrouve seul, il descend à nouveau. Il ouvre la valise. Le jeune homme est là, immobile, pâle, figé. Jeff agit alors comme dans un rêve lourd, un rêve sans couleur. Il démonte le corps, avec une précision qui n'a rien d'experte, juste une brutalité lente, une mécanique triste. Il se débarrasse des membres, du torse, de ce qui se voit, de ce qui pourrait être découvert. Mais la tête, il ne peut pas s'en débarrasser. Il ne veut pas. Il enveloppe de cellophane, serré, comme pour en préserver les traits, comme si le plastique pouvait garder quelque chose de vivant. Il la nettoie, il la lisse, il la sèche, et il monte dans sa chambre, dans son ancien lit d'adolescent, avec une tête humaine emballée dans du plastique. Il la place dans un petit coffre, un coffre qu'il ouvre parfois la nuit, quand la maison dort, quand sa grand-mère prie, quand tout le monde pense qu'il dort paisiblement. Il la sort doucement, il la pose sur ses genoux, il la caresse, il l'embrasse. C'est une tentative de retenir un contact, de garder une présence, d'empêcher le monde de lui échapper encore une fois. La tête devient un objet, un talisman, un substitut impossible, une présence figée qui ne s'en va jamais.
C'est ici, dans la chambre d'un adolescent devenu adulte, qu'émerge le cœur du rituel de Dahmer. Figer la présence, neutraliser l'abandon, garder ce qui devrait partir. Le début du rituel, c'est ce coffre, ce cellophane, ce baiser volé à un mort. Après Stephen Tuomi, quelque chose se solidifie. La solitude devient lourde, comme une faim qui serre la poitrine. Jeff vit toujours chez sa grand-mère, une maison douce, lente, vieillissante, où rien ne laisse deviner le gouffre qu'il transporte. La nuit, il sort, il va en boîte, il observe les hommes, leur corps, leurs épaules, leur manière dont ils se penchent, dont ils se tournent, leur chaleur. Il n'y va pas forcément pour le sexe, il y va pour le contact, pour cette sensation d'être dans les bras de quelqu'un, comme autrefois avec le mannequin qu'il serrait contre lui pour tromper le vide. Il en ramène certains chez sa grand-mère, toujours tard, toujours doucement, dans une maison endormie. Il prépare un verre, un mélange puissant. Il parle peu. Et il attend que les paupières s'alourdissent, que le corps devienne mou, presque liquide. Quand le jeune homme est bien ralenti, Jeff l'approche, passe un bras autour de son torse et serre. L'étranglement est une manière d'arrêter l'instant, de figer ce qui bouge trop vite, d'empêcher le départ. Une pression continue, calme, sans agitation. Une façon primitive de retenir quelqu'un. Après la mort, il s'allonge contre eux, toute la nuit, dans cette immobilité complète qu'il recherche plus que tout. Il les enserre comme on retient un dernier souffle, comme si la chaleur du corps pouvait revenir, comme si le vide allait enfin se taire. Pas d'acte sexuel, pas de mise en scène, juste deux corps collés, dont un seul respire. Dans ses bras, ils deviennent une présence qui ne s'échappe pas, une forme de compagnie figée, un moment qui ne se brise plus. Après Stephen Tuomi, le mécanisme se répète, encore, encore et encore. Des bars, des verres truqués, des hommes qui s'endorment, des corps qu'il serre contre lui, des nuits passées à enlacer des silhouettes immobiles. Et tout s'accélère à partir du moment où sa grand-mère, épuisée par les allées et venues nocturnes, finit par le mettre dehors. Jeff s'installe alors dans un studio bon marché, dans un immeuble d'un quartier pauvre, un endroit où personne ne regarde vraiment personne. Et la plupart de ses victimes viennent de ce même quartier, un quartier majoritairement noir, pauvre, oublié, où les disparitions sont trop souvent classées trop vite. Jeff choisit presque exclusivement des hommes noirs, métis, asiatiques, latinos. Des jeunes que personne ne cherche assez, des vies que la police regarde moins, des hommes dont l'absence n'allume pas immédiatement les alarmes. Un choix qui n'a rien du hasard, hein. C'est une stratégie froide et l'un des éléments les plus dérangeants du cas Dahmer. Il cible ceux dont la société ne protège pas le corps. Il tuera 17 hommes, 17 hommes qui pour Jeff représentent tous la même chose, une présence qu'il tente de retenir, de figer, de serrer assez fort pour qu'elle ne se dérobe pas. C'est une ligne droite vers le vide, une répétition mécanique qui creuse le même trou encore et encore. Et un soir, dans l'appartement de 113, quelque chose franchit une frontière que même les experts ont du mal à nommer. Un glissement clinique vers une tentative impossible, fabriquer un humain qui reste. Le glissement s'achève dans un endroit précis, l'idée qu'un être humain pourrait rester si on neutralise sa volonté. Jeff cherche une présence qui ne s'échappe plus. Les nuits d'étreinte avec des corps endormis ne suffisent plus. Le temps passe et chaque départ, chaque réveil réactive la même faille originelle. Alors, il imagine autre chose. Un corps encore vivant, mais immobile. Un compagnon figé, sans désir propre, sans décision. Un être qui reste. Il endort les jeunes hommes, prend une perceuse, fort juste assez pour atteindre le point où, dans sa logique, la volonté pourrait se dissoudre. Puis il injecte.
acide chlorhydrique ou eau bouillante. Un geste technique, répété, toujours dans l'espoir de maintenir quelqu'un à la frontière du vivant, mais sans mouvement. Les organismes ne tiennent pas, ils meurent, certains presque aussitôt, d'autres quelques heures plus tard. Jeff recommence malgré tout, parce qu'au fond, ce qu'il cherche, c'est l'immobilité absolue, la présence pure, un être humain qui ne part pas. Et puis, une autre frontière se présente, plus souterraine, plus archaïque. Il commence à manger certains fragments de ses victimes. Un geste primitif, inassimilable, qui ne relève ni du sadisme pur, ni d'un rituel pensé, mais d'un gouffre, d'un manque impossible à combler autrement. Il cherche à intégrer l'autre, au plus près de lui, là où aucune présence n'a jamais tenu. C'est l'incorporation brute au sens le plus primitif. Quand le nourrissage affectif n'a jamais eu lieu, quand la chaleur n'a pas enveloppé le dedans, le psychisme peut imaginer que fusionner passe par absorber. Jeff dira: je voulais qu'il fasse partie de moi. Certains fragments ne sont donc pas conservés pour être regardés, mais pour être intégrés, tenus à l'intérieur, comme une réponse au gouffre qu'il habite depuis l'enfance, une manière de garder quelqu'un au plus près de son corps, sans séparation possible. Et tout cela finit par prendre une forme concrète, l'appartement 213, une pièce unique, mal ventilée, où le monde intérieur de Jeff se matérialise à ciel ouvert. Les odeurs pèsent sur les murs, mélange de chair, de chimie, de pourrissement, comme si ses émotions débordées se mêlaient à l'air lui-même. Dans le frigo, des restes soigneusement emballés, dans les tiroirs, des crânes blanchis, dans un tonneau d'acide, des torses qui se dissolvent lentement, sur les étagères, des os nettoyés, traités, rangés. Chaque fragment retient une présence, chaque morceau figé répond au même besoin, ne plus être seul, donner un contour immobile à ce qui s'est toujours effacé. Si on regarde le 213 comme un psychisme, tout s'éclaire, les murs poreux, les odeurs qui circulent, les traces de vie entassées, le chaos figé, l'absence totale de limite. Jeff vit là-dedans comme on vit enfermé dans sa propre tête, entouré de silhouettes qu'il a figées pour qu'elle ne s'en aille plus. Les voisins sentent quelque chose, une odeur lourde, acide qui traverse les murs. Ils se plaignent, frappent parfois la porte, mais repartent avec les excuses rapides de Jeff, un frigo cassé, du poulet oublié, une viande qui a tourné. Ils perçoivent la surface, rien d'autre. Les institutions passent à côté, la police aussi. Tout le monde frôle l'horreur sans jamais le toucher du regard. Le 213 devient une capsule isolée jusqu'à la minute où tout se brise. Dans la chaleur étouffante du 213, un soir de juillet 1991, Jeff fait entrer un homme, Tracy Edwards. Il lui passe les menottes, met l'exorciste 3 à la télévision comme un rituel, une liturgie personnelle où le film devient presque un miroir. Tracy boit une gorgée, puis une autre. Il observe Jeff, comprend qu'il ne doit pas paniquer. Il parle calmement, tente de l'humaniser, de créer une fissure dans cette nuit figée. Un moment suffit, une seconde, un geste trop lent de Jeff, Tracy s'arrache, court pieds nus dans le couloir, déborde dans la rue, arrête une voiture de police avec les menottes qui pendent à son poignet. Il essaie de me tuer. Les policiers le suivent, il monte les escaliers, il frappe à la porte du 213. Jeff ouvre, paisible, comme si leur présence n'avait aucune importance. Les agents entrent, l'odeur les prend à la gorge. Ils regardent autour, le frigo, la chambre entr'ouverte, les tiroirs. Un policier tire la poignée du congélateur. Il hurle, recule, referme, tremble. Un autre fouille un tiroir. Il en sort un paquet de polaroïdes, des dizaines, des corps disloqués, découpés avec une précision chirurgicale. Le temps se fige, le temps se suspend. Ils comprennent que rien n'a été exagéré, que Tracy n'a pas halluciné, que le cauchemar vit ici depuis des mois, juste derrière un mur trop fin. Un policier se tourne vers Jeff. Ces photos, elles sont à toi?
Jeff respire une seule fois, comme si un poids quittait son torse. Oui. Cette phrase referme 15 ans de nuit. Les agents le plaquent au sol, le menottent, lui disent ses droits. Le 213 s'ouvre enfin. Les containers, le frigo, le tonneau d'acide, les restes. Les policiers sortent en titubant. Certains vomissent dans la cour. D'autres s'assoient par terre, livides, dans une stupeur qui ne les quittera plus. Milwaukee découvre alors ce qu'un appartement banal peut contenir quand la solitude devient un paysage. Après son arrestation, Jeff est transféré dans une prison du Wisconsin. Une routine stricte l'attend, réveil, travail, silence, repas, cellules. Il coopère, il parle beaucoup, il raconte tout sans détour, comme s'il avait enfin trouvé des oreilles qui ne se détournaient plus. Le délire du lien figé disparaît. Il évoque parfois des regrets, parfois rien. Le vide reprend sa place, un vide calme, presque résigné. Il suit aussi des offices religieux. Certains gardiens disent qu'il plaisante, qu'il mime des scènes de ses crimes avec de la nourriture, comme si la prison ne suffisait pas à contenir ce qui a toujours débordé en lui. Sa présence dérange, ses gestes dérangent, il plane dans les couloirs comme un rappel permanent de ce que l'humain peut perdre quand la structure interne se brise. Un matin, on lui assigne une tâche simple, nettoyer le gymnase de la prison. Il travaille aux côtés de deux autres détenus, Jesse Anderson et Christopher Scarver. Ils frottent en silence, leurs pas résonnent sur le sol brillant. Quelques minutes plus tard, un gardien revient, la scène est figée. Dahmer gît au sol, le crâne fracassé par une barre d'haltère. Anderson, un peu plus loin, respire encore à peine. Scarver reste debout, immobile, sans courir, sans se cacher. On l'arrête, il dit simplement « Dieu m'a dit de le faire ». Jeff meurt dans l'ambulance 2 minutes à peine avant l'hôpital. La mort ne lui offre ni spectacle, ni symbolique, juste une fin brusque, sans récit, comme si son existence entière avait tenu dans une seule question jamais résolue: comment retenir quelqu'un? Même à la fin, tout tourne autour du manque, une spirale sans contour. Le centre depuis toujours, c'est l'abandon, une angoisse archaïque collée au corps, qui gouverne chaque geste. Chez Jeff, l'abandon n'est pas une peur, c'est une certitude, une menace permanente qui réactive l'effondrement premier. Pour comprendre Jeffrey Dahmer, il faut descendre dans les zones où la psyché ne parle plus avec des mots, mais avec des gestes archaïques. 3 cliniciens éclairent cette plongée. D'abord Otto Kenberg, psychiatre et psychanalyste autrichien. Il décrit dans les organisations borderline sévères une identité morcelée, un vide identitaire massif et surtout une impossibilité à maintenir l'autre comme un être entier. L'autre est perçu comme un fragment, un torse, une chaleur, une épaule, un souffle. Jamais comme un sujet séparé. Chez Dahmer, c'est flagrant. Il cherche le morceau qui rassure, la partie qui apaise, le détail qui tient lieu de présence. Son rapport au lien est un bricolage primitif. Neutraliser la volonté de l'autre pour tenter de fixer un objet interne qui n'a jamais existé. Ensuite, Paul-Claude Racamier, qui est psychiatre et psychanalyste. Lui parle de défense perverse au sens clinique. Ce sont des mécanismes archaïques où l'autre est transformé en objet pour colmater la terreur de l'effondrement. Ce n'est pas la jouissance qui prime, c'est la survie psychique. Quand Dahmer dissocie, découpe, fige, emballe, incorpore, il ne met pas en scène une barbarie gratuite, il tente de stabiliser un dedans qui se dérobe. Le cannibalisme prend ici une place centrale. C'est une tentative de remplir le trou, d'intégrer l'autre littéralement pour contenir une angoisse qui dépasse le langage. Et enfin, Donald Winnicott parlerait ici d'un environnement primaire défaillant, un environnement qui n'a jamais porté, jamais maintenu, jamais enveloppé l'enfant de manière suffisamment continue pour lui permettre de construire un dedans cohérent. Quand l'environnement s'effondre trop tôt, une mère absente, un père instable, un climat affectif inconsistant,
L'enfant développe une angoisse primitive. Non pas la peur d'être abandonné, mais la certitude que le lien ne reviendra pas. Toute la trajectoire de Dahmer porte cette marque. Pas de haïr l'autre, mais de panique à l'idée qu'il existe hors de lui. Entre Kernberg, Winnicott et Racamier, une lecture apparaît. Jeffrey Dahmer n'a jamais appris la séparation. Il n'a jamais intégré que l'autre pouvait partir sans le détruire. Il n'a jamais pu construire un espace interne qui survive à l'absence. Alors il fabrique sa propre solution, cruelle et primitive, figer l'autre pour ne plus mourir à chaque départ. C'est la signature d'une organisation borderline effondrée, avec un recours à des défenses archaïques et une impossibilité radicale à symboliser l'abandon. Le cannibalisme, dans cette logique, est un acte d'incorporation au sens le plus brut. Si je te mange, tu ne pars plus. Une tentative tragique de combler un dedans qui n'a jamais eu de peau. Dahmer fonctionne comme un sujet dont les limites du moi sont constamment perforées. Aucune enveloppe psychique stable, aucune capacité à symboliser la séparation, aucune possibilité de tolérer l'absence. Alors, il a inventé son rituel, figer, retenir, immobiliser, incorporer. La violence est l'effet secondaire d'un psychisme noyé, englouti par un vide absolu. Cette lecture clinique n'excuse rien, elle explique. Elle met en lumière le mécanisme interne d'un homme qui n'a jamais pu faire autrement que reproduire l'effondrement initial, encore et encore, jusqu'à ce que le réel se brise autour de lui. Ce récit, aussi clinique soit-il, ne doit jamais effacer ceux qui ont été arrachés à leur vie. Ils avaient un prénom, un âge, une famille, un avenir possible, des rêves qui n'ont pas eu le temps d'exister. Voici leurs noms, que leur vie reste plus forte que la nuit qui les a prises. Stephen Hicks, Stephen Chomey, James Dockstator, Richard Guerrero, Anthony Sears, Raymond Smith, Edward Smith, Ernest Miller, David Thomas, Curtis Strother, Errol Lindsay, Tony Hooks, Conérac Sintasomphone, Matt Turner, Jeremiah Wemberger, Olivier Lacey et Joseph Bradoft. 17 hommes, 17 trajectoires interrompues, 17 vies qui méritent d'être rappelées autrement qu'à travers un criminel. Que cet épisode leur rende la place que l'histoire leur a volée. Vous venez d'écouter Jeffrey Dahmer, 3e épisode du podcast Clinique du crime. Dans le prochain épisode, on quitte Dahmer, on referme la porte de la clinique individuelle et on avance vers la grande question. Qui fabrique les monstres ? L'individu abandonné à lui-même ? La famille qui vacille, qui nie ? La société qui classe certaines vies comme importantes et relègue les autres dans les marges ? Les institutions qui détournent les yeux, qui minimisent, qui laissent se faire jusqu'à ce que le pire éclate ? Dans le prochain épisode, on va regarder Murphy droit dans les yeux pour comprendre son geste, ce qu'il montre, ce qu'il simplifie, ce qu'il stylise à l'excès et surtout ce qu'il révèle malgré lui. On parlera des 3 figures qu'il a choisies, ce qu'elles incarnent dans son récit à lui, brillant, imparfait, parfois romancé, et ce qu'elles disent vraiment de l'Amérique contemporaine, et soyons honnêtes, de ce qu'elles disent de nous. Merci d'avoir écouté Clinique du crime, narration et écriture Nora Lune. À très bientôt.